bonjour. Il paraît qu'il faut dire maintenant bonjour à toutes et à tous. Donc je me range à cette habitude qui devient commune. Je suis très heureux d'ouvrir cette plénière du CIMI. Une plénière, c'est important. Le CIMI, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où tous les professionnels se croisent, tiennent leur stand, échangent leurs produits, quelquefois passent des marchés. Mais c'est aussi un lieu où il est bon de réfléchir. Et je pense que le sens de la plénière du CIMI, c'est d'être le point fort, le point de rencontre de la réflexion des professionnels qui fréquentent ce salon. Et c'est en ma qualité de président de la Fondation Palladio qu'il me revient d'ouvrir cette plénière. La Fondation s'étant vue confier, grâce à la bienveillance de Catherine Sachreiter, la préparation de cette conférence. Ça n'est pas facile de préparer une plénière et d'emmener tous les professionnels qui sont donc pris dans la turbulence du quotidien, dans des réflexions qui les préparent peut-être à mieux appréhender l'avenir. C'est la seconde fois que la Fondation Palladio est invitée à préparer cette plénière. L'année dernière, nous avions travaillé sur peut-être les nouveaux modèles de nos entreprises. Et cette année, nous vous proposons un sujet qui peut vous paraître loin de l'immobilier, l'intelligence artificielle dans nos écosystèmes, une nouvelle révolution, point d'interrogation. Si nous avons choisi ce thème, c'est parce que nous sommes convaincus que vous êtes tous des professionnels acharnés dans vos métiers, que vous êtes les uns et les autres tout à fait engagés dans la construction des immeubles, leur financement, la vente de vos produits, etc. Et que nous ne passons pas assez de temps à intégrer ce qui se prépare sous nos yeux. Or, l'immobilier, par définition, la construction de la ville, est quelque chose qui crée de la rigidité. Et quand on voit tout ce qui se prépare comme changement, on mesure à quel point il faut consacrer un peu de temps à anticiper ce qui devra mettre de la souplesse dans le tissu de la ville. Voilà, donc la Fondation Palladio a été très heureuse de préparer cela. Nous sommes très honorés que Catherine, une deuxième année, nous ait choisi pour faire cela. J'espère que vous allez passer un moment qui va vous décaler par rapport à vos préoccupations quotidiennes, qui va vous faire découvrir des perspectives qui, en dépit de la sémantique qui est attachée à toutes ces innovations, est en fait extrêmement proche de notre quotidien. Tout ce qui va vous être décrit est déjà là. Et si c'est déjà là, c'est déjà dans la ville, c'est déjà dans les comportements des urbains, et c'est déjà dans les produits que nous fabriquons. Donc je vous souhaite une conférence extrêmement éclairante. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Vous allez avoir des intervenants qui vont vous décoiffer. Merci beaucoup, Bertrand. Merci. Je vous propose de structurer cette plénière en 3 temps. D'abord, on va essayer de savoir de quoi on parle sur l'intelligence artificielle et on demandera à Stéphane Mallard de venir nous donner, si tant est qu'on puisse avoir une définition ou de quoi l'intelligence artificielle est-elle le nom. On verra aussi que c'est une stratégie gouvernementale et on aura Valéria Faure-Muntian, députée de la Loire En Marche, La République En Marche, et qui est dans la mission qui a été confiée à Cédric Villani sur la stratégie en matière d'intelligence artificielle. Pour pas trop vous éloigner du business, on va quand même confronter les expériences de l'intelligence artificielle sur 3 secteurs d'activité. On va parler d'énergie, on va parler des transports et on va parler de tout ce qui est conseil et prestations intellectuelles avec Olivier Biancarelli, directeur solutions décentralisées pour les villes et territoires d'Engie, avec Xavier Piquant, avocat associé au cabinet Osborne Clark, et Mathias Vichra, directeur général adjoint en charge du projet d'entreprise, de la communication et de l'image de la SNCF. On reviendra bien évidemment pour voir comment ces secteurs d'activité évoluent et par comparaison, où se situe l'industrie immobilière. Et on demandera à Bernard Michel, président de Gessina, de venir conclure cette plénière et nous dire où est-ce qu'en est
l'industrie immobilière. Alors, comme il faut toujours un disrupteur pour commencer, on a choisi un digital évangéliste. Moi, je ne savais pas que ça existait. J'ai trouvé cet intitulé génial, cette fonction magnifique. Et je vais demander à Stéphane Mallard de venir nous rejoindre. Il m'a demandé 45 minutes minimum. Je lui en accorde 15. On a transigé à 20. Donc, je vais regarder un petit peu et je vais être le timekeeper, le mauvais garçon. Mais je vous laisse d'abord nous présenter un petit peu de quoi on parle aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. Alors oui, ne vous inquiétez pas sur le titre Digital Évangéliste. J'ai fait exprès de le garder parce que je savais que ça allait un peu choquer en France, mais c'est un job qui existe énormément aux États-Unis, surtout dans les boîtes de tech. Il y en a chez Google, il y en a chez Facebook, chez Apple, sur les produits, sur les business, etc. Ils ont même un évangéliste sur la méditation chez Google. Un évangéliste, en fait, ça diffuse de la connaissance, des insights, sur tous ces sujets liés à la disruption, à la révolution digitale, pour embarquer toutes les entreprises et aller vers ces nouvelles transformations sans en avoir peur. Parce que ça crée énormément de valeur au passage. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler un petit peu d'intelligence artificielle. Alors avant de commencer, je voudrais tous vous poser une question. Qui parmi vous a entendu parler d'intelligence artificielle sur l'année écoulée? Ok. Qui en a entendu parler sur les 2 dernières années? Sur les 3 dernières années? En fait, j'ai pas besoin d'être là. Ok. Qui parmi vous a compris comment fonctionnait l'intelligence artificielle? Vous nous expliquez? Non, je rigole, c'est une blague. Vous en faites pas, ça changera après la présentation. Vous verrez qu'il n'y a absolument rien de compliqué à propos de l'intelligence artificielle. Contrairement à ce que les experts, les spécialistes techniques veulent nous faire croire, on peut en parler avec des mots très très simples. C'est accessible absolument à tout le monde. Maintenant, dernière question. Qui parmi vous a peur de perdre son job avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? Ok, ça aussi, ça changera après ma présentation. Je plaisante. Vous allez voir que dans cette révolution, effectivement, on est tous touchés. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais il ne faut surtout pas en avoir peur. Et il faut garder en tête que ces changements vont créer énormément de valeur pour tous au passage, à une vitesse inouïe. Pour comprendre ce qui s'est passé sur l'intelligence artificielle, il faut comprendre qu'en fait, on a fait un bond gigantesque ces dernières années en informatique parce qu'on a totalement inversé notre approche. Vous savez tous que depuis qu'on crée de l'informatique, au départ, on programmait des machines avec des règles. Les logiciels que vous utilisez depuis toujours, vous savez que lorsque vous cliquez quelque part, il y a une action qui se déclenche parce qu'un programmeur l'a programmée pour la déclencher. Sauf qu'on a compris que l'intelligence humaine faisait exactement l'inverse. Vous avez tous vu ça avec un bébé. Un bébé n'a pas besoin des règles de la grammaire pour apprendre à parler. Il est juste bombardé tous les jours par des gens qui parlent autour de lui. Et à force de les écouter, il comprend implicitement les règles de la grammaire sans même savoir qu'elles existent. Et en fait, c'est ce qu'on fait avec n'importe quel type d'apprentissage. On est exposé aux données de l'environnement, au travers de nos sens, et on cherche à conceptualiser pour comprendre. En fait, on fait implicitement l'hypothèse, les neuroscientifiques le pensent, qu'on aurait des algorithmes d'apprentissage dans le cerveau qui nous permettraient de conceptualiser et de nous débrouiller, pour ensuite atteindre des objectifs. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on est capable de créer de l'intelligence artificielle. Au lieu de partir des règles, comme on le faisait avant, pour aller vers les données, on fait désormais l'inverse. On part des données, qu'aujourd'hui on a en abondance, vous le savez, et on va vers les règles. On découvre ces règles avec des algorithmes d'entraînement qui tâtonnent par essai-erreur, qui posent des hypothèses, comme le fait l'enfant qui apprend à marcher ou à parler. Ces algorithmes, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'ils font la une de la presse, on appelle ça principalement des réseaux de neurones artificiels. C'est des algorithmes qui s'inspirent de l'organisation et du fonctionnement de notre cerveau pour atteindre les mêmes capacités d'apprentissage. Peut-être que vous avez entendu parler de deep learning, on en a beaucoup parlé récemment. Peut-être aussi que vous avez entendu parler de reinforcement learning, encore une nouvelle tendance, des algorithmes bayésiens. Tout ça, ce sont des algorithmes d'apprentissage. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne programme plus des machines, on va de plus en plus les entraîner pour être capable de réaliser des tâches. Parmi ces tâches, on va essayer progressivement de faire tout ce qui est capable de faire notre cerveau. Par exemple, aujourd'hui, avec ces algorithmes, on a été capable de donner la vue aux machines. On les nourrit avec des photos, par exemple, et on les entraîne, on les supervise. On va leur dire, sur telle photo, il y a telle personne, ou sur telle image, il y a un cancer. Et plus on leur donne d'exemples, plus elles sont capables de se calibrer jusqu'à reconnaître parfaitement ce qu'il y a sur ces photos. Et d'ailleurs, vous participez tous à l'entraînement de ces algorithmes.
lorsque vous utilisez Facebook et vous taguez quelqu'un, par exemple, vous indiquez à l'intelligence artificielle de Facebook qui se trouve sur la photo pour qu'ensuite il puisse les agréger et être capable de reconnaître ces personnes toutes seules, tout seul. C'est comme ça aussi aujourd'hui qu'on est capable de reconnaître des cancers avec une précision de plus en plus grande sur de l'imagerie médicale. Et les résultats sont stupéfiants. Il y a quelques jours, quelques semaines, une intelligence artificielle qui sort des laboratoires de Stanford a été capable de diagnostiquer les premiers signes d'Alzheimer sur de l'imagerie cérébrale, donc des images de cerveau, 10 ans avant les premiers signes cliniques. On ne sait pas comment ça marche, on n'est pas capable d'expliquer ces algorithmes aujourd'hui, mais les résultats sont là. On a des intelligences artificielles capables de diagnostiquer des pneumonies, toujours sur des images médicales, là où les médecins sont incapables de poser un diagnostic. La machine voit le début de pneumonie, le médecin ne la voit pas. Ces algorithmes commencent à être diffusés dans tous les secteurs, sans exception, aujourd'hui. Et maintenant qu'on a donné la vue aux machines, avec ces algorithmes, on leur apprend aussi à atteindre des objectifs toutes seules dans leur champ de vision. En fait, au départ, on s'est amusé à entraîner des algorithmes à jouer à des jeux vidéo. On s'est dit, OK, elles ont un champ de vision, on leur donne le champ de vision du jeu vidéo, et on leur demande de, par exemple, jouer à Super Mario. Et alors là, elles essayent, par essai-erreur, encore une fois, elles s'entraînent toutes seules. Alors au début, elles meurent, elles tombent dans les trous, dans les puits, elles se font manger par les monstres, et plus elles essayent, gardez en tête cette histoire d'apprentissage, après des centaines de milliers de parties, plus elles se calibrent jusqu'à jouer parfaitement aux jeux vidéo. Super Mario, conduite automobile, ce que vous voulez. Ok, vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de jeux vidéo à un salon immobilier? Parce qu'en fait, on a compris que dès lors qu'on est capable de donner la vue à une machine et de lui apprendre à atteindre des objectifs dans son champ de vision, comme jouer à des jeux vidéo, on allait pouvoir généraliser cette approche pour lui apprendre à réaliser des tâches dans nos vies quotidiennes, parce que c'est comme si on considérait toutes les tâches qu'on fait dans nos vies quotidiennes comme un jeu vidéo avec notre champ de vision dans lequel on va réaliser toutes ces tâches. Du coup, il y a même Elon Musk, vous savez, le milliardaire américain, qui a lancé une plateforme dans laquelle vous allez bientôt tous pouvoir connecter une intelligence artificielle à vos logiciels pour lui montrer des nouvelles tâches à réaliser. Vous allez par exemple lui apprendre à faire une recherche sur Internet. Elle va vous observer sur votre écran et voir que ça veut dire déplacer la souris, lancer le navigateur, aller sur Google, taper des mots-clés, etc. Et ensuite, les algorithmes que j'évoquais vont s'entraîner tout seuls pour réaliser ces tâches. L'étape d'après, c'est que demain, plus personne ne programmera des machines, des logiciels comme on le fait aujourd'hui. On va tous participer à l'éducation de ces intelligences artificielles en leur montrant des nouvelles tâches à réaliser et en les guidant progressivement. Les langages informatiques étaient complexes, compliqués. Ils le sont de moins en moins, ils ressemblent de plus en plus à notre langage humain. Mais la dernière étape, c'est de parler à la machine pour lui dire quoi faire et de la guider jusqu'à ce qu'elle sache le faire. On commence à utiliser ces algorithmes aussi pour maîtriser le langage, à la fois pour que les machines comprennent du texte, mais aussi qu'elles s'expriment toutes seules. Et ça, c'est une étape fondamentale dans la création d'une intelligence artificielle plus complexe et flexible, parce que dès lors que la machine maîtrise le langage, non seulement vous aurez des interactions beaucoup plus fluides et naturelles avec les machines, par exemple, vous n'irez plus sur Google faire des recherches, vous entretiendrez une discussion avec Google, comprendra vos questions, il ira chercher les réponses sur Internet et il vous répondra sous forme de discussion, comme si c'était votre ami, mais surtout, l'intelligence artificielle pourra se nourrir de la connaissance textuelle. Vous savez que l'humanité produit quasiment que de la connaissance textuelle depuis ses débuts, pour faire des nouvelles découvertes toute seule. Et ça fonctionne déjà. On a dans la médecine, par exemple, des intelligences artificielles capables de lire et de comprendre des centaines de milliers d'études sur le cancer et de trouver en quelques semaines des molécules, 6 molécules en moins de 2 semaines, par exemple, sur certains cancers. Un laboratoire pharma, il met en moyenne 1 an pour trouver une seule molécule. Vous voyez que les rapports n'ont rien à voir. L'an dernier, toujours dans la santé, il y a une patiente au Japon qui a été diagnostiquée d'une leucémie par une intelligence artificielle en moins de 10 minutes. Les médecins étaient incapables de poser le diagnostic. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a déclaré qu'avec ses algorithmes, on avait le potentiel de guérir toutes les maladies avant la fin du siècle. Quand il a dit ça, ça a bien fait rigoler les médecins de toute la planète. Ils l'ont méprisé. Parce que la disruption qu'on est en train de vivre en ce moment suscite toujours le mépris des experts et des spécialistes d'un domaine. À chaque fois et à chaque époque. Les experts ne sont pas capables de voir venir la disruption dans leur domaine. Le meilleur exemple, c'est Albert Einstein. Albert Einstein, grand disrupteur de la science physique, passionné de science physique, qui travaillait au bureau des brevets en Suisse, qui un jour s'est dit qu'est-ce qui se passe si je monte sur un photon et que j'allume une lumière, est-ce que les vitesses s'ajoutent ou pas? Et il s'est rendu compte que non, il s'est dit il y a un problème, et du coup il a développé la théorie de la relativité générale. Il a disrupté la science physique newtonienne. Sauf que il est tellement devenu expert, Einstein, toute sa vie sur la théorie de la relativité, que quelques années plus tard, lorsque la mécanique quantique arrive, il la rejette.
Et on savait ensuite qu'il a eu tort, qu'il s'est trompé là-dessus, parce qu'il était devenu expert et donc a eu des œillères sur son secteur. La disruption ne vient jamais d'une expertise, elle vient en dehors de cette expertise. Pensez à Elon Musk, même chose. Lorsqu'il a dit qu'il allait créer des lanceurs de fusées réutilisables, à la NASA, ils ont bien rigolé. Quand il a été capable de le faire, là, ils ont moins rigolé. Et surtout, il a débauché les meilleurs dans ses laboratoires. Google, ils vont encore plus loin sur la santé, vous savez. Ils considèrent la mort comme une maladie. Et ils veulent nous guérir, ils veulent nous rendre immortels. Tous les secteurs se font augmenter en ce moment ou disrupter par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Vous avez tous vu que tous les constructeurs auto aujourd'hui sont quasiment prêts à lancer leurs véhicules autonomes, techniquement. Uber, qui a disrupté les taxis, veut maintenant disrupter ses propres chauffeurs avec des véhicules sans chauffeur. Google, toujours, alors je m'excuse, je vais beaucoup citer Google, c'est pas que j'ai des actions chez eux, mais c'est parce que c'est les seuls au monde à être aussi avancés aujourd'hui, et c'est un gros problème en termes de souveraineté. Google, ils ont été capables de baisser de 40%, et c'est pas un faux chiffre, leur facture d'électricité sur le refroidissement de leurs serveurs, avec une intelligence artificielle qui ajuste les paramètres de gestion de l'énergie en temps réel. Ils veulent aller encore plus loin, ils veulent baisser de 10% la facture d'électricité de toute la ville de Londres. Et c'est pas une blague, ils vont le faire. Le patron de DeepMind, la filiale de Google qui travaille là-dessus, Demis Hassabis, il a déclaré que leur objectif principal, c'était de résoudre l'intelligence pour pouvoir ensuite l'utiliser pour tout faire. Il y a un cabinet d'avocats qui travaille avec une boîte de tech, qui a vendu une solution d'intelligence artificielle à la banque JP Morgan pour traiter des dossiers juridiques dans le droit. L'intelligence artificielle dans cette banque est capable de relire des contrats juridiques et elle fait l'équivalent de 360 000 heures de travail d'avocat en un peu plus d'une seconde. Vous voyez les rapports de gain de productivité? Ça va être le cas dans tous les secteurs, sans exception. Est-ce que vous connaissez Tinder? Alors je ne sais pas si c'est un oui ou si c'est une tête baissée. Ok, ça doit être un oui. Tinder, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de rencontre en ligne géolocalisée pour vous trouver un partenaire, etc. Tinder, le truc le plus téléchargé de l'App Store. Comment? Tous, mais on ne peut pas le dire. Ok, fine. Alors, Tinder, le patron a déclaré qu'il allait commencer à infuser ses algorithmes dans Tinder pour vous trouver le ou la partenaire idéal en fonction de tous vos critères. Mais ce qui est important, ce qui est fascinant, c'est que ce sera surtout en fonction des critères dont vous n'avez pas conscience. Parce que souvenez-vous ce que je vous ai dit sur Alzheimer, on est capable de faire de la micro-segmentation avec ces algorithmes, ça marche très bien, mais on est incapable d'expliquer comment ils fonctionnent aujourd'hui. Et on verra que c'est un gros problème. Tous les secteurs se font augmenter, y compris la créativité. On entend souvent dire il restera toujours la créativité à l'homme. C'est pas vrai. Ces algorithmes, on leur permet maintenant de faire de la créativité artificielle. La créativité, c'est relier ce qui n'a jamais été relié auparavant, au moins 2 éléments. Exemple, en musique, vous rassemblez des notes, ça fait une mélodie. En peinture, des formes, des couleurs, ça fait un tableau, etc. On a des algorithmes qui composent de la musique, qui font des peintures. Sony a sorti un album uniquement rédigé par l'intelligence artificielle. La série Game of Thrones, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que vous êtes au courant que la dernière saison, elle est en ce moment rédigée par une intelligence artificielle qui génère les pics émotionnels en fonction des publics, qui sait quand il va vous rendre accro, etc. Hollywood et les publicitaires deviennent dingues de ces algorithmes en ce moment. L'enjeu pour les prochaines années, ça va être d'humaniser ces algorithmes, à la fois dans leur fonctionnement, mais aussi dans nos interactions avec eux. De continuer à développer leurs capacités logiques et rationnelles, pour conduire des voitures, trouver des molécules contre le cancer, etc. Mais aussi de développer leur instinct, leur capacité d'exploration, etc. pour faire de nouvelles découvertes. Et surtout de leur donner le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, elles n'ont toujours pas de bon sens, ces intelligences artificielles. Le problème, c'est que ces algorithmes se développent très, très, très vite. Tout ça se déploie à une vitesse exponentielle. Mais notre cerveau n'est pas capable de le voir. Notre cerveau fonctionne en mode linéaire. Il imagine que ce qui va se passer dans les 2 prochaines années, ça arrivera au même rythme que les 2 dernières années, alors que c'est cumulatif et que c'est exponentiel. Et ça, on se plante à chaque fois dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle révolution technologique. Il suffit de relire les papiers, les journaux de l'époque. Quand on voulait aller sur la Lune, on pensait qu'on ne pourrait jamais y aller. On disait à l'époque, l'homme se prend pour Dieu, il n'y arrivera jamais. Le patron d'Intel, donc un microprocesseur, spécialiste de la tech, a rédigé un article dans le New York Times en 92, retrouvez-le, c'est assez marrant, où il disait, patron d'Intel, jamais nous n'aurons de dispositifs portatifs dans nos poches pour communiquer entre nous. Clifford Stoll, scientifique américain super connu là-bas, qui écrit un article en 95 dans Newsweek où il dit jamais on aura ces dispositifs portatifs, mais surtout, Internet va disparaître en 95. Parce qu'Internet, à l'époque, il disait Internet était lent, impersonnel. Imaginez-vous les gens aller sur la plage avec leur ordinateur sans connexion Internet.
il s'est planté aussi à cause de cette accélération exponentielle. Tant qu'une technologie n'est pas totalement démocratisée, notre cerveau n'est pas capable de la voir, et encore moins d'imaginer sa vitesse de déploiement. À chaque fois, on s'est trompé dans l'histoire. Et en ce moment, on entend énormément de spécialistes, comme je vous disais, c'est les moins qualifiés pour parler de disruption, des experts, des philosophes, etc., nous dire la machine ne pourra jamais faire ceci, faire cela, avoir des émotions, être créative, etc. Alors qu'en réalité, on vit en ce moment avec l'intelligence artificielle ce qu'on a vécu avec l'électricité au début du XXe siècle. Ce sera bientôt une commodité accessible à tous, tout le temps. Quand je dis une commodité, ce sera comme Google, accessible gratuitement, ils auront un autre business model, mais les géants de la tech vont se battre pour que vous utilisiez leur intelligence artificielle. Aucun métier, aucune industrie ne sera épargné. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous dans le même bateau dans cette histoire. Ça veut dire qu'on doit tous, en tant que société, entreprise, à titre individuel, se réinventer. La solution, c'est de se disrupter soi-même. Au lieu de chercher à se transformer en imaginant que notre activité va continuer à exister, comme le faisait Kodak, il faut commencer par se dire peut-être qu'on va disparaître et de se demander où sera la valeur de notre activité demain. Vous savez, Kodak, ils ont fait le pari quand l'appareil numérique est arrivé, que leur métier d'impression de photos allait continuer à exister. Ils se sont dit génial, les gens vont prendre plein de photos avec l'appareil numérique, ils vont en imprimer encore plus, on va faire fortune. Jamais ils se sont dit que les gens allaient arrêter d'imprimer des photos et les regarder sur leur smartphone ou dans le cloud. Leur business est devenu obsolète. Pour réussir sa disruption, il faut commencer par se dire est-ce que j'existerai encore demain avec l'intelligence artificielle ? Si oui, très bien, j'infuse de l'intelligence artificielle dans mon activité pour l'améliorer, augmenter les gains de productivité, etc. Sinon, pivoter vers là où sera la valeur. Vous savez ce que ça veut dire ? Voir où sera la valeur d'une activité demain et aller la chercher, ça s'appelle être un entrepreneur. Plus personne demain ne pourra conduire un business comme un gestionnaire qui optimise son activité actuelle. Il faudra en permanence chercher où sera la valeur. Et c'est valable à tous les niveaux. Mais comme je vous disais, la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous concernés sans exception. Et c'est une super opportunité de réinventer notre société. Ce qu'il faut comprendre dans cette période de disruption, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, la connaissance n'a plus aucune valeur économique. La connaissance a une valeur, on parle d'usage, d'utilité en économie, mais elle n'a plus de valeur économique parce qu'elle est disponible en abondance. Il n'y a plus de rareté. Ce qui a de la valeur dans le monde d'aujourd'hui, c'est le traitement de cette connaissance. Autrement dit, l'expertise, qui nécessite de l'intelligence. Pourquoi ça a de la valeur ? Parce que c'est cher, c'est rare. L'intelligence, c'est rare, c'est un coût d'éducation, d'expérience, etc. Ça coûte cher. Sauf que ces algorithmes que j'ai évoqués, ils se rapprochent progressivement de nos capacités cognitives. Évidemment, ils ne font pas tout ce que fait notre cerveau aujourd'hui, mais c'est la tendance. Toutes nos fonctions cognitives artificielles n'ont pas les mêmes performances. La vision artificielle n'est pas aussi fiable que le traitement du langage, par exemple. Mais gardez en tête qu'on est en train de se rapprocher de nos fonctions cognitives. Et que donc, notre intelligence, qui était rare, qui était une spécificité, va devenir une commodité. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, il a déclaré il y a quelques semaines que toutes les fonctions cognitives que j'évoquais dans ces algorithmes allaient être disponibles dans le cloud. Toutes les entreprises vont pouvoir les utiliser, sans exception. Ce qui veut dire que l'intelligence artificielle ne sera surtout pas, contrairement à ce que les cabinets de conseil vous racontent, ne sera surtout pas un facteur différenciant dans le business. Ce sera obligatoire. Si vous n'y allez pas, vous êtes mort sur l'intelligence artificielle. Par contre, une fois que vous irez sur l'intelligence artificielle, vos concurrents vont tous répliquer. Et vous serez tous au même niveau de maturité technologique. Ça ne sera plus un facteur différenciant dans l'entreprise. Comme toutes les technologies, hein. Avant, avoir un site e-commerce, pour le premier qui faisait le move, c'était des rendements. Ensuite, tout le monde a répliqué, il fallait se différencier autrement. Meilleure navigation, expérience, promotion, ce que vous voulez. L'enjeu pour toutes les entreprises, ça va être de se concentrer sur la qualité de la relation avec leurs parties prenantes. Exemple, je prends l'exemple du médecin, parce que tout le monde va chez un médecin. Vous n'irez plus chez le médecin demain pour son expertise médicale, puisque ce sera fait par un algorithme, et c'est une excellente nouvelle pour tout le monde, mais vous continuerez à aller le voir parce qu'il vous écoute, il vous rassure, vous avez une relation d'empathie avec lui. Toutes les entreprises vont devoir capter cette relation de confiance avec leurs parties prenantes. C'est un enjeu considérable demain. Et dites-vous bien qu'en tant qu'entreprise, peut-être que vous n'interagirez plus avec vos clients demain, mais au travers de leur assistant, de leur intelligence artificielle. On va tous être équipés d'une intelligence artificielle qui va remplacer nos smartphones, qui va être absolument partout autour de nous, dans les objets, de manière contextuelle, et qui sera un espèce de filtre en fonction de notre environnement de données pour nous protéger des interactions avec l'extérieur. Un peu comme aujourd'hui un algorithme simple, hein, l'algorithme de Google, le rôle des entreprises, c'est de lui plaire pour que lorsqu'il y a une recherche, on apparaisse sur la première page. Si vous ne plaisez pas à l'algorithme, il ne vous met pas sur la première page, vous n'existez pas.
Ce sera la même chose lorsqu'il y aura un assistant intelligent qui va être notre filtre. On va tous être équipés d'un majordome digital qui va remplacer nos smartphones, qui nous accompagnera en permanence, avec qui on aura des interactions de plus en plus intimes, qui nous connaîtra parfaitement et qui sera notre filtre sur la réalité. Ce sera une copie de nous-mêmes, de notre environnement donné, dans le monde digital qui va nous représenter dans notre environnement. Gardez en tête que cette révolution va très très vite, qu'on n'a pas le choix. Vous pouvez dire j'y vais pas, mais tout le monde y va, quoi qu'il arrive. Et puis ça commence aux États-Unis, on est déjà largement en retard en France. En tout cas, ce qui est fascinant, il faut que je conclue, c'est ça? Ce qui est fascinant, si vous me demandez de parler, je m'arrête plus. Non. Ce qui est fascinant, c'est que vous avez remarqué qu'à aucun moment je vous ai parlé d'intelligence humaine. Je vous parle d'intelligence artificielle depuis tout à l'heure. À aucun moment je vous ai défini ce que c'était que l'intelligence. C'est normal, parce que c'est de la science. Donc comme tous les concepts scientifiques, vous trouverez 15 définitions différentes, avec des chercheurs, des écoles qui s'affrontent, qui se confrontent, etc. C'est comme ça que naissent les nouvelles idées. Ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle va nous aider à mieux comprendre notre propre intelligence. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des découvertes sur la cognition, sur le cerveau, en neurosciences, etc., alors non seulement ça remet en cause des idées acceptées sur notre intelligence, ça nous donne de nouvelles pistes, mais surtout, ça nous donne de nouvelles idées pour créer de l'intelligence artificielle. Et lorsqu'on programme de l'intelligence artificielle, on affine notre compréhension de notre propre intelligence. Alors, mon objectif, c'était ni de vous faire peur, ni de vous faire rêver. J'ai conscience qu'il y a des petites choses qui peuvent faire peur. C'est normal, notre cerveau réagit 3 fois plus à ce qui fait peur qu'à ce qui fait rêver. En tout cas, je voulais juste vous donner les clés pour comprendre ce nouveau monde. Vous avez vu qu'il n'y a rien de compliqué à propos de l'intelligence artificielle. De comprendre surtout qu'on est en train de vivre une période de disruption et qu'on est absolument tous concernés et que c'est ça qui est super excitant. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup Stéphane. Et installez-vous, je vous remercie. Merci pour ce préambule qui décoiffe, ça on avait été prévenu. Je voudrais voir maintenant comment on arrive à calquer une stratégie, et je vais demander à Valéria Faure-Muntian de nous rejoindre, députée de la Loire, La République En Marche. Vous êtes associée à la mission parlementaire menée par Cédric Villani. Je vais vous laisser le pupitre. Vous allez nous dire où est-ce que vous en êtes, et puis est-ce qu'on peut plaquer une stratégie sur quelque chose qui est disruptif? Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à la Fondation et à CIMI pour cette invitation. Je pense qu'il est extrêmement important que la politique intervienne sur des sujets aussi cruciaux et aussi disruptifs. Il est crucial qu'on puisse anticiper, parce que malgré l'avancée de nos confrères américains ou asiatiques, tout est encore rattrapable. En ce qui concerne les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle en particulier, effectivement, c'est une explosion avec une rapidité qu'on n'avait pas anticipée. C'est-à-dire que les évolutions de l'industrie, les évolutions de nos modèles économiques étaient plus longs, bien plus longs au XXe siècle. Et ce XXIe siècle est très rapide. On a augmenté la capacité de stocker de la donnée et on a minimisé les moyens de les stocker. On est parti d'un ordinateur qui prenait à peu près cette pièce-là pour le premier, et on a fini avec une clé USB dans notre poche ou notre smartphone qui est déjà doté d'intelligence artificielle, parce que Siri, par exemple, c'est une forme d'intelligence artificielle qui nous parle et qui interagit à notre place avec le reste du monde. Donc, ça va vite. Il faut se préparer, il faut anticiper. Et on a cette chance formidable à anticiper en politique. C'est la première fois qu'on ne subit pas. On a la capacité aujourd'hui d'envisager ces changements, que ce soit en termes de formation, en termes de gestion de données, en termes de réglementation de l'intelligence artificielle. Donc, plus précisément, en ce qui concerne la mission que nous menons avec Cédric Villani, député, mathématicien, qui est un technicien de la chose, ce qui n'est pas mon cas. J'essaie de voir vraiment l'approche néophyte du sujet. C'est la stratégie, effectivement. Comment est-ce qu'on emmène nos entreprises à réfléchir autrement, à anticiper ce changement et à voir leur modèle économique se déformer complètement,
parce que l'intelligence artificielle, ces algorithmes auto-apprenants sont capables de beaucoup de choses. Ils sont capables justement d'apprendre au fur et à mesure des données qu'on leur fournit, que ce soit les entreprises ou nous, les particuliers, en utilisant des logiciels de tous les jours. Comment on vivait sans Google, c'est juste incroyable aujourd'hui. Donc cette stratégie-là, grâce à des auditions qu'on mène depuis la rentrée de septembre, on essaie de l'établir avec les chercheurs, avec les entreprises qui ont déjà commencé à essayer de se transformer, et aussi avec les startups qui ont une vision complètement différente. Et c'est vrai qu'il y a les deux visions qui se confrontent et qui sont assez... ça peut être assez violent parce que les entreprises historiques disent qu'ils sont capables de se transformer, et les startups disent qu'ils vont complètement disparaître. Donc il faut trouver le juste milieu entre les deux, parce qu'il est crucial de maintenir les secteurs justement des commodités du quotidien pour nos concitoyens, et il faut qu'ils soient accessibles à tous. Il ne faut pas qu'on perde dans cette avancée numérique et dans cette course effrénée à la rapidité et à la rentabilité, l'humain. Et donc, c'est notre rôle politique que de se faire. On se compare beaucoup aussi aux pays étrangers. Pour ne pas les citer, l'Estonie est le pays le plus numérisé, qui a commencé sa numérisation à la fin du XXe siècle, donc qui ont numérisé l'ensemble de leurs services publics en laissant la liberté à leurs concitoyens de le faire ou pas, qui ont créé quelque chose d'énorme, c'est-à-dire la e-résidence, et qui permettent au monde entier de venir créer une entreprise en Estonie juste en 3 clics. Donc là aussi, on a du rattrapage à faire sur cette numérisation. Sur la création de plateformes de données aussi, parce que tout en protégeant nos concitoyens sur leur vie privée, on a besoin aussi de nourrir cette intelligence artificielle. L'algorithme ne peut fonctionner s'il n'a pas accès aux données. Il ne peut pas apprendre s'il n'a pas de carburant. Donc pour cela, il faut qu'on apprenne à gérer cette donnée de manière massive au niveau européen. Ça, c'est crucial. Au niveau de la France, on reste un pays de taille quand même peu conséquente pour ce niveau de technologie. Toutes ces questions indiquent un besoin d'ouvrir le débat public, parce que c'est vrai qu'il est important que tout le monde se saisisse du sujet, mais il ne faut pas non plus faire peur à nos concitoyens en disant que demain tout va disparaître et on va vivre quelque chose de terrible. On peut tous évoluer, on a évolué avec les nouvelles technologies, les logiciels, les téléphones portables. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas prendre le train en route. Pour celle-ci aussi, il y a les questions de l'emploi, effectivement, qui vont se transformer. Les emplois d'aujourd'hui n'existeront plus ou presque plus en l'état actuel des choses. Donc, il faut anticiper la formation et cette transformation, d'où les besoins de formation tout au long de la vie, d'où des besoins de création d'écoles ou de formation dans ces écoles, et notamment les ingénieurs, différents, pour que ces formations accompagnent ces changements technologiques. On ne peut pas aujourd'hui inciter un jeune à intégrer une formation dont le métier disparaîtra dans 5 ans. Enfin, c'est aussi notre rôle d'anticiper ce genre de choses. Et évidemment, il y a l'éthique. Comment on gère la donnée, comment on la stocke, comment on la protège, comment on protège nos concitoyens. Qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle faible, forte? Donc ça, c'est des sujets qu'il faut absolument aborder. Et comment on réglemente cela? Pour exemple, aux États-Unis, une entreprise a créé un robot social doté d'intelligence artificielle qui s'appelle Sophia, et à qui l'Arabie saoudite a donné un statut juridique. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut absolument anticiper. Et la mission qu'on mène aujourd'hui, elle s'interroge sur quel est le statut de l'intelligence artificielle. Demain, la voiture autonome, quel est le statut de cette voiture? Qui est responsable en cas d'accident? Le producteur, le consommateur, voilà, il y a
celui qui fournit les données, il y a des questions extrêmement importantes à se poser. Donc, à travers cette émission, nous avons auditionné 250 personnalités, qui soient chercheurs, entreprises, et on essaie d'établir des axes de développement. On a remis le dossier de mi-parcours, on va dire ça comme ça, à notre secrétaire d'État. Et au final, le rapport doit être remis fin janvier au Premier ministre pour justement travailler de manière intelligente et forte sur ces sujets-là, pour accompagner cette transformation profonde qui touchera absolument à tous les secteurs. Il n'y a aucun secteur qui sera épargné. Ça, c'est une certitude et c'est une évidence. La médecine, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été plutôt protégé et la relation entre le patient et le médecin est une relation sacrée. Cependant, on se rend compte aujourd'hui que les Français notamment sont prêts à donner leurs données médicales pour être bien mieux soignés plus rapidement et avoir des diagnostics anticipés. Donc, il y a aussi cette mentalité, notre mentalité a évolué sur notre protection, la protection de nos données. Le travail de coopération européen aussi est extrêmement important. Donc, c'est un débat qui est déjà mené à Bruxelles et qu'on essaie d'inciter encore plus. Donc, pour conclure, la question n'est pas savoir effectivement si l'intelligence artificielle va arriver, comment elle va arriver, mais plutôt comment la rendre acceptable et comment la rendre compréhensible pour tous, notamment sur les algorithmes. Il faut qu'on trouve une explicabilité, une façon d'expliquer à nos concitoyens comment fonctionne un algorithme, parce que quand on voit la façon dont a été appréhendé l'algorithme APB pour orienter nos étudiants, ça a été quelque chose de incompris. Et donc, on est arrivé à une façon de voir les choses, mais assez complexe, quoi. Un rejet total parce que impossibilité d'expliquer ce qu'il y a derrière. Donc, l'intelligence artificielle, oui, des logiciels ou des machines dotées d'algorithmes auto-apprenants, oui, mais aussi une capacité d'expliquer à nos concitoyens comment cela fonctionne. Donc, une intelligence artificielle acceptable pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Non, celui-là, il marche mieux. OK. Merci beaucoup. Justement, on va essayer de confronter l'intelligence artificielle au business et je vais demander à 3 secteurs d'entreprise de venir me rejoindre. Olivier Biancarelli, directeur solutions décentralisées pour la ville et les territoires d'Engie. Donc, on va bien évidemment parler d'énergie. Xavier Piquant, avocat associé au sein du cabinet Osborne Clark. Moi, j'ai retenu 360 000 heures d'avocat en 1 seconde. Là, il y a quand même un sujet. On va en parler. Mathias Vichra, directeur général adjoint en charge du projet d'entreprise et de la communication et de l'image de la SNCF. J'ai envie de vous poser une première question que je pose à vous 3. Il n'y a pas d'ordre protocolaire. Comment vous, aujourd'hui, l'intelligence artificielle impacte ou va impacter votre secteur d'activité et par ricochet votre métier? Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, vous êtes dedans, là? Elle est arrivée chez vous ou dans votre secteur d'activité? Olivier Biancarelli. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, d'abord, peut-être une conviction personnelle. Moi, je suis tout à fait passionné par le propos introductif et à titre personnel, cette révolution est en marche, elle nous impactera. Elle est déjà extrêmement présente. Hein. Je pense à une société hongkongaise qui récemment a nommé à son board une intelligence artificielle, hein, comme 6e membre du board. Donc voilà où on en est déjà aujourd'hui. Pour un groupe comme Engie, qui est connu pour être énergéticien, mais qui va au-delà de l'énergie et qui notamment conçoit des offres pour les villes et les territoires, et s'occupe aussi de consommation d'énergie, donc de production, mais de sa consommation optimisée. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle existe déjà, mais de mon point de vue, je la vois sous une forme de... Je ne sais pas si cette distinction intelligence artificielle faible ou forte a un sens dans le jargon. En tout cas, on la voit dans la littérature. Ce que j'observe, moi, en tant que praticien
de l'énergie et des offres aux villes et aux territoires dans le monde concrètement, c'est que les cas d'intelligence artificielle forte appliqués au business sont très peu nombreux, voire presque inexistants. Les seuls que je vois en gestation, et on a une alliance d'ailleurs avec IBM en ce qui nous concerne, c'est dans le domaine de la sécurité, où probablement on aura des premières applications dans peu de temps. Pour le reste, on est plutôt dans des cas d'application d'intelligence dite faible, où il est difficile de faire la part des choses entre ce qui est le digital, qui est partout dans nos business, et ce qu'on appelle vraiment l'intelligence artificielle. Donc moi, concrètement, par exemple, on voit des algorithmes qui nous permettent d'optimiser nos assets industriels. Quand je pense par exemple aux champs d'éoliennes, on a des algorithmes, des plateformes avec de l'intelligence artificielle qu'on appelle nous Darwin, et qui nous permet, en fonction des prédictions météo, des prédictions de consommation d'énergie, de l'état du marché spot de l'énergie, d'optimiser le fonctionnement de nos éoliennes, mais aussi de faire de la maintenance prédictive de ces éoliennes et du coup de créer de la valeur. Et ça marche, ça existe. Voilà, donc est-ce que c'est de l'IA, est-ce que c'est du super digital? C'est pour ça que je me permets de poser la question en ces termes. Moi, je suis incapable de répondre n'étant pas un spécialiste du sujet. N'empêche que ce type d'algorithme très, très poussé existe, fonctionne. De la même manière, là, je parlais de la production d'énergie. Du côté consommation d'énergie, on a aussi des algorithmes qui permettent dans les bâtiments de rendre les bâtiments intelligents. D'ailleurs, on parle de bâtiments intelligents, de modélisation des bâtiments, de BIM, et je pense que dans la salle, ça doit faire écho, qui permettent d'avoir des réductions de consommation d'énergie extrêmement significatives, 30, 40, 50% en fonction de l'état de ce que l'on trouve. Même chose à l'extérieur du bâtiment dans la ville, grâce à des logiciels détectant la présence humaine, prédisant la météo, etc., on peut optimiser l'éclairage public et obtenir là aussi des gains d'énergie de 30, 40, 50%. Donc ce sont des choses très significatives qui ne provoquent pas une disruption massive aujourd'hui de nos business, mais une modification substantielle des conditions économiques de compétition qui nous oblige à repenser nos offres, à intégrer ça et à voir les choses un peu différemment. J'ajoute peut-être au-delà de ces questions liées à l'énergie traditionnelle, que ces algorithmes et ces débuts d'intelligence artificielle, on les utilise aussi dans tout le travail de planification, notamment la planification pour la ville, et on a construit, donc ça c'est une réalité d'aujourd'hui, des outils d'aide à la décision pour les maires, pour leur permettre d'optimiser leurs décisions, et on utilise comme interface la modélisation 3D en faisant de la simulation 3D en fonction d'un certain nombre de cas d'usage qui permettent de prendre la bonne décision. Si je passe ma flotte de bus de thermique à électrique ou à hydrogène, quel va être l'impact sur la qualité de l'air, quel va être dans ma ville, rue par rue, immeuble par immeuble, étage par étage, quel va être l'impact sur le bruit, la qualité de l'air, les conditions de trafic dans ma ville. Voilà ce que permet aujourd'hui les algorithmes un peu poussés qui sont développés, qui sont utilisés concrètement dès à présent. Mathias Wichra, est-ce que l'intelligence artificielle ou le super digital est entré dans le secteur d'activité de la mobilité, des mobilités, et pas uniquement du ferroviaire? Oui, bonsoir à tous. D'abord, une petite remarque liminaire. C'est un peu une gageure pour moi de me retrouver devant vous ce soir pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu un bug informatique à Montparnasse et vous pourriez me dire qu'est-ce qui vient nous parler d'intelligence artificielle alors qu'il y a eu un bug informatique à Montparnasse, et je vous dirai pourquoi en fait il peut y avoir un lien entre les deux. Et ensuite, l'immobilier, c'est le domaine de l'immobile, les transports, c'est le domaine du mobile, et qu'on pourrait se dire quel est le lien entre l'immobile et le mobile. Et en réalité, dans les deux cas, je pense qu'il peut y avoir un lien et des transferts de connaissances et de compétences entre nous. Pour répondre à votre question, moi je vois trois domaines qui impactent d'ores et déjà l'univers des mobilités, et la SNCF étant pour une partie en monopole, mais bientôt en mode concurrentiel, et pour une autre partie de son activité à travers ses filiales Géodis, Keolis, déjà dans l'univers concurrentiel. En réalité, l'intelligence artificielle, c'est déjà une donnée de nos concurrents. Il faut que ce soit une donnée de notre groupe si on veut répondre aux enjeux de concurrence, et notamment sur le plan international. Donc en fait, il y a trois enjeux principaux qu'on voit. Le premier enjeu, c'est un enjeu plus industriel, c'est la dimension prédictive. On utilise déjà un peu l'intelligence artificielle, on le développe en matière de prédiction par ailleurs, par exemple sur le niveau d'enneigement.
on a la possibilité d'avoir, à partir des données et de l'expérience, sur une approche empirique, les zones d'enneigement et donc de prévoir nos moyens de déneigement, etc., en fonction de ces données-là. On a aussi tout ce qui est lié aux feuilles mortes. Ça peut vous paraître un peu loin de votre secteur d'activité, mais les feuilles mortes provoquent des patinages et provoquent aussi des cassures parfois sur les machines. Et donc du coup, on a aussi toute une dimension prédictive pour les feuilles mortes. On a une dimension prédictive aussi pour les passages à niveau, avec les risques, notamment liés au passage à niveau, les risques parfois mortels qui peuvent se poser. Et donc du coup, on adapte le niveau et de surveillance humaine et le niveau d'adaptation technique en fonction de ces éléments de prédiction. C'est vrai aussi pour nos entrepôts, évidemment, où on peut adapter la part de ressources humaines en fonction des pics d'activité. Donc ça, c'est la première chose, la prédiction. La deuxième chose, c'est la relation client. Et ça, c'est fondamental, puisqu'on a déjà, avec notre site voyagesncf.com, qui est devenu oui.sncf aujourd'hui, et c'est pas seulement du ripollinage, ce oui.sncf, il y a l'intelligence artificielle au cœur de la bascule. L'intelligence artificielle est au cœur de la bascule, puisqu'on utilise déjà Facebook Messenger avec 270 000 personnes qui sont abonnées et qui font, par les chats, des achats à travers l'intelligence artificielle. On est présent sur la Google Home aussi, déjà. On est un peu loin de l'image d'Épinal de la SNCF, un peu vieillissante. Et en réalité, notre enjeu demain, c'est de devenir un assistant personnel de mobilité qui agrège toutes les mobilités, pas seulement celles du groupe SNCF, mais toutes les mobilités, sur un smartphone, avec une unité de facturation et avec une logique assurantielle qui consiste, s'il y a un bout de trajet qui ne fonctionne pas, à ce que la machine puisse substituer un autre bout de trajet sans qu'il y ait une intervention de votre part. Donc ça, c'est vraiment notre enjeu très fort, c'est la dimension relation client. Et on a par exemple une équipe de 12 personnes qui sont spécialisées en intelligence artificielle chez Oui SNCF, ex-VSC. La troisième chose, et après je m'arrête, c'est que en matière d'intelligence artificielle, et qui pour nous est vraiment très, très, très important, c'est l'automatisation, l'autonomisation des véhicules. On y est déjà via notre filiale Keolis avec les navettes Navia, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, qui sont présentes à Lyon et à Las Vegas également. Et l'automatisation va concerner aussi les trains, puisqu'on a un programme de trains sans conducteur, de trains autonomes, qui devrait être effectif pour les TGV à partir de 2021. Donc voilà, 3 domaines principaux d'activité qui peuvent aussi évidemment concerner l'immobilier. Je pense notamment à la relation client et à la prédiction et la maintenance prédictive, qui sont aussi des domaines dans le domaine de la sécurité ou d'autres, ou du nettoyage, qui peuvent aussi concerner le domaine de l'immobilier. On parlait des métiers qui vont disparaître. L'IA, ça va tuer le cheminot ? Non, en fait, je pense que c'est un peu trop simple de dire qu'il y a substitution ou bascule. En réalité, l'impression qu'on a, nous, c'est qu'évidemment, il y a des nouveaux métiers qui vont émerger, data scientist, etc., et on en embauche d'ores et déjà. Mais l'intelligence artificielle, je pense qu'elle va plutôt se pluguer ou se greffer à des métiers existants. Et donc l'enjeu, c'est plutôt de former nos cheminots qui sont déjà digital native pour les générations qui arrivent, parce qu'on embauche quand même 6000 personnes par an dans le groupe. Et ce sont, malgré le statut, malgré tout ça, ce sont des gens qui sont totalement digital native. Et donc de plutôt les former à l'intelligence artificielle pour qu'ils s'adaptent à ces nouveaux univers, plutôt que de considérer qu'il y a disparition nette de métiers, création nette de métiers. Ça, je pense que c'est une vision un peu simpliste, parce qu'en réalité, c'est plutôt de l'hybridation que de la bascule. Je pense à mon grand-père, en fait, qui est passé du charbon à l'électricité. Et c'était un vrai choc technologique à l'époque. Xavier Piquant, sur l'intelligence artificielle et les métiers d'avocat. Moi, j'ai compris, écoutez Stéphane, vous êtes mort. Hein. Voilà, c'est ça, donc c'était assez sympathique comme introduction pour moi. Bienvenue au club. Moi qui avais finalement choisi, les juges aussi. Moi qui avais finalement choisi ce métier pour décider du moment où j'allais partir en retraite, je sens que finalement ça va s'arrêter beaucoup plus vite que prévu. Donc merci pour cette introduction. Non, plus sérieusement, en fait, je vais vous expliquer moi ce que je perçois comme changement dans le métier d'avocat, et je pense que ça s'applique aussi au métier de conseil en général, de l'arrivée de l'intelligence artificielle et plus généralement aussi de la digitalisation des processus et des entreprises. En fait, depuis une grosse dizaine d'années, notamment avec le passage de la crise, le métier d'avocat a déjà subi une première révolution qui est probablement la révolution des prix et de la concurrence. C'est-à-dire qu'on a dû changer de manière relativement importante notre manière de travailler et notre manière de facturer nos clients. Et donc cette révolution, elle a déjà 10 ans, à la faveur aussi de l'émergence de ce qu'on appelle les legal tech, donc des sociétés qui sont venues proposer la capacité pour de petites entreprises de créer une entreprise vite, de créer des actes rapides, d'enregistrer une marque de manière très rapide et beaucoup moins coûteuse. Donc finalement, sur un certain nombre de sujets, ce qu'on pourrait appeler, alors c'est un peu condescendant, mais c'est pas du tout le cas, ce qu'on appelle finalement les sujets de commodities,
le métier d'avocat a déjà dû s'adapter à ça, a déjà subi finalement les premières déstabilisations de son modèle économique. Et aujourd'hui, ces entreprises, elles existent encore, elles lèvent des fonds. Et je dirais que soit on les accepte, et je pense que elles sont là, donc il faut l'accéder, soit on change un petit peu nos modes de travail, et c'est ce qu'on fait. L'intelligence artificielle, je pense que le vrai impact que ça va créer dans nos métiers, c'est probablement, il y a 2 axes à mon avis importants, c'est en termes de formation, parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien, dans un cabinet d'avocats, il y a une forme de hiérarchie, entre guillemets, et finalement, les jeunes générations d'avocats se forment souvent sur des sujets au départ assez répétitifs. Je pense par exemple aux travaux de Data Room, que vous connaissez probablement, aux travaux d'audit. Et après, évidemment, avec l'âge, l'expérience, et probablement aussi cette lecture de tous les contrats que vous avez évoqués tout à l'heure, à force d'en avoir beaucoup lu, on acquiert de l'expérience. Et donc dans nos métiers, il va falloir qu'on change probablement le curseur de ce qu'on appelle les passages de juniorité à seniorité et la formation. Or aujourd'hui, c'est là aussi où on a un vrai challenge, il faut changer probablement la manière dont on acquiert des compétences, à la fois à l'université et dans les écoles. Et je vais vous donner juste un exemple. En fait, notre cabinet, c'est un cabinet européen principalement. On travaille aujourd'hui avec des clients pour nous aider et les aider à finalement trouver des nouveaux profils. Des nouveaux profils qui seront capables d'exercer le métier juridique, le métier d'avocat en entreprise et d'avocat dans des cabinets, toujours d'apporter de la plus-value à ses clients, mais probablement pas en multipliant le clonage. Je m'explique. Il est évident que dans les matières juridiques, il faudra toujours avoir un contact avec le client. Il faudra toujours avoir cette capacité d'écoute. Il faudra toujours avoir de l'empathie. On ne négocie pas un contrat importantissime pour son client si on n'a pas les personnes avec qui on contracte en face de vous. Et probablement que là encore, on a peut-être un petit coup d'avance par rapport à la machine, j'espère. Mais la machine peut nous aider à accélérer les phases amont, à être plus performant, à comprendre peut-être plus vite aussi les écueils de nos propres accords. Donc finalement, il faut qu'on arrive à acquérir des compétences, et ces compétences-là, elles ne sont pas que juridiques. Ce que je veux dire par là, c'est que probablement demain, il faudra des profils qui soient juristes, probablement passionnés de technologie, mais aussi, pourquoi pas, de philosophie. Et je vais vous donner enfin un autre exemple. Aujourd'hui, dans ce programme qu'on mène avec un opérateur télécom anglais, pour ne pas le nommer, on essaye de trouver des compétences, des juristes qui ont des compétences très différentes, qui ont des parcours très différents. Ça peut être des parcours d'ailleurs associatifs, des parcours personnels, dans lesquels on sent que les gens, ils sont capables justement de donner cette peut-être plus-value intellectuelle de rapports humains. Vous en avez parlé tous les deux dans votre introduction. La différence pour accepter l'intelligence artificielle, pour la rendre acceptable, c'est qu'il faut y rajouter de l'humain. Et donc on en parlera peut-être tout à l'heure aussi. Je pense que ce qui est important aussi pour que ça devienne acceptable, c'est qu'a priori, l'intelligence artificielle respecte un tant soit peu les législations des pays dans lesquels elle vit. Et là, il y a un petit peu de boulot quand même. Juste à ce stade, deux questions. Une pour Stéphane. Il y a besoin d'un contact humain pour signer un grand contrat. Il y a besoin de ce rapport de confiance où la machine peut instaurer ce rapport de Ça va se faire en confiance. 2 temps. Aujourd'hui, oui, mais qu'est-ce que vous faites demain si vous commencez... Alors aujourd'hui, quand vous avez un problème de droit, vous commencez par chercher sur Google, généralement, sauf si vous êtes très riche et vous avez un avocat. Sauf que demain, Google, il va être progressivement intelligent et répondre à vos questions juridiques. Il va rédiger des contrats de plus en plus complexes, l'assistant intelligent, qui aura été entraîné par un avocat. Donc, quel sera le rôle d'un avocat? Vous irez voir l'avocat en lui disant, voilà le scénario le plus pertinent que ma sortie d'intelligence artificielle va le défendre face à ma contrepartie. Ce sera un intermédiaire, si vous voulez. Ça se fait en 2 étapes dans tous les métiers. Ça augmente, puis ça remplace. Gardez en tête que la technologie est complémentaire de l'homme, uniquement, technologie, algorithme, logiciel, ce que vous voulez, uniquement parce qu'on ne sait pas encore faire la partie que fait l'homme par la machine. Mais c'est l'objectif, de se séparer de tout ce qui est complexe pour le donner à la machine. Si on parle des formations, qu'est-ce qu'on enseigne à SAS, à la Sorbonne, à Nanterre, ou dans mon ancienne fac de droit, à Saint-Maur? Oui, Valéria. Alors, aujourd'hui, il y a des écoles qui se sont transformées et d'autres pas. Il y a un double discours. Les mines télécom, par exemple, c'est des écoles qui ont intégré la double formation et qui commencent à réfléchir sérieusement à former les médecins ingénieurs en informatique, les avocats ingénieurs en informatique, et qui souhaitent ardemment intégrer leurs chercheurs, leurs doctorants dans les entreprises pour justement suivre cette transformation. Et on a d'autres écoles
que je ne citerai pas, qui ont plutôt tendance à se refermer sur la recherche et dire non, chacun son métier et on va avoir 2 employés pour faire de la recherche sur l'IA. Sauf qu'une fois qu'on aura l'IA, on n'aura plus besoin ni des 2 chercheurs, ni de 2 salariés, ni ainsi de suite. Donc il faut vraiment anticiper cette transformation des métiers. Aujourd'hui, ça va être des métiers d'intégration de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne. Demain, ce seront des métiers qui seront en dehors de cette intelligence artificielle, qui elle-même fera un métier à elle toute seule. Donc il faut vraiment qu'on anticipe cette réflexion et qu'on accompagne cette transformation. Alors, on va prendre un exemple de transformation de la consommation. De la supérette de proximité avec madame à la caisse, monsieur qui faisait la mise en place, on est passé à une machine devant laquelle on scanne nous-mêmes les aliments et qu'on paye derrière. On n'a plus l'humain. Et pourtant, on disait, l'humain ne disparaîtra pas. La dame qui nous conseille sur le choix du saucisson ou du poivron, elle disparaîtra jamais. Et on en est là. Donc il y a aussi la course à l'évolution, mais à la productivité aussi. C'est-à-dire que l'entreprise à côté de vous, c'est ce que disait mon collègue tout à l'heure, l'entreprise à côté de vous, elle s'y met. Pour être productif, vous êtes obligé de vous y mettre. Le cabinet d'avocats ou autre. Et je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit au départ. C'est quelle est la différence entre un logiciel, un algorithme, une intelligence artificielle et ainsi de suite. Voilà. Il y a aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est faible, ça c'est clair. L'intelligence artificielle forte, c'est entre Wall-E et Terminator. La conscience artificielle, c'est l'étape c'est la d'après. Ça conscience n'existe de pas soi. aujourd'hui. Voilà, c'est la conscience de soi, c'est la capacité à argumenter, à faire des choix, à anticiper. Ça, pour l'instant, c'est que l'humain qui peut encore le faire. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un apprentissage contrôlé, c'est-à-dire un algorithme qui apprend sous contrôle de l'humain, qui lui donne des éléments d'apprentissage. Pour l'instant, on n'est que là. Donc, après, ça peut évoluer. Hein. Demain, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ça va tellement vite. Mais la différence avec un logiciel, et c'est ce qu'expliquait mon collègue tout à l'heure, c'est que le logiciel, on lui disait, on rentre ça, tu dois me sortir ça. Aujourd'hui, on ne sait pas le résultat qui va sortir. Et il est là l'intérêt. C'est qu'à force d'apprendre à lire une radio, une analyse ou autre, on ne sait pas quel sera le résultat de l'algorithme. C'est pour ça que c'est intéressant. Sinon, ce serait un logiciel, effectivement, lambda, qui nous calculera des statistiques, et ainsi de suite. Xavier. Ouais. Je vais prendre un exemple pour rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, c'est ce qu'on appelle la justice prédictive. Tout le monde a dû en entendre parler. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les magistrats du monde entier, y compris les magistrats français, se disent finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas se faire assister par l'intelligence artificielle pour anticiper nos décisions, peut-être mieux d'ailleurs les renseigner, mieux les formuler, leur donner plus de contenu juridique. Et donc il y a une expérience qui a été faite par la Cour d'appel de Douai et la Cour d'appel de Rennes dans les 2-3 derniers mois avec une technologie française de justice prédictive. Et en fait, il y a eu un texte qui a été émis par le ministère de la Justice le mois dernier qui explique que, effectivement, cet outil de justice prédictive est intéressant parce qu'il permet de probablement accélérer la manière dont on rend la justice, mais par contre, il ne trouve pas encore d'éléments supplémentaires rationnels qui disent que c'est plus motivé, mieux motivé avec cet outil. Et surtout, ils mettent le doigt sur une petite crainte, c'est que si on rentre dans une mécanique dans laquelle votre client, le juge, finalement applique le résultat d'une justice, d'un algorithme qui va finalement vérifier toutes les décisions qui ont été prises pendant les 30 dernières années, le risque, c'est qu'on arrive à quelque part une décision un petit peu uniforme, parce que finalement, c'est le fondement de la statistique. Et malheureusement, en droit français, il y a le principe de spécialité, c'est-à-dire que vous avez un cas, vous avez une situation, et par rapport à ces situations et ce cas, vous appliquez une règle de droit. Et aujourd'hui, en tout cas, la technologie disponible, et c'est évident que demain, la technologie va s'améliorer, la technologie disponible ne permet pas de rendre une justice totalement ou 100% adaptée. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant d'avoir un outil qui permet de vérifier où sont les risques, quels sont les arguments juridiques qu'il faut utiliser. Mais en tout cas, ces magistrats disent ça. Alors là, je vais rebondir sur le point de l'introduction, c'est qu'évidemment, ce sont des experts et que probablement que la résistance la plus forte, elle vient des experts. Donc, je livre juste cet exemple que je trouve intéressant, qui finalement
les gens qui pratiquent le droit disent « moi, ça m'intéresse de l'utiliser, mais je ne veux pas en faire un outil systématique parce que j'ai peur qu'on rende justice uniforme ». Stéphane, je vois que Ouais. vous hochez la tête, Très mais dans le mauvais rapidement. sens. Il n'y a pas que lui qui peut provoquer quand même. Hein. Alors oui, très rapidement. En fait, ça, ce que vous évoquez, ça existe avec les algorithmes traditionnels, parce qu'ils sont biaisés et ils renforcent leurs biais. Avec l'intelligence artificielle, ça n'existera pas. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous allez sur Amazon pour acheter un Balzac. Bah, la fois d'après, il va vous suggérer un Zola. Parce que tous les gens qui ont acheté un Balzac ont aussi acheté un Zola. Mais il peut être enfermé dans cette corrélation comme il serait enfermé dans un raisonnement juridique. Demain, avec les algorithmes qu'on utilise en ce moment, il va sortir de ces hypothèses. Il va jeter des hypothèses aléatoires dans plein de données et tester la valeur de ces hypothèses pour voir si elles ont de la valeur. Exemple, sur Amazon, au lieu d'acheter un bouquin, si vous vous connectez sur Amazon pour acheter un bouquin, il va tester par exemple, et si dans votre environnement de données, ça aurait plus de valeur d'aller faire une sieste, d'aller vous promener au parc avec vos enfants. Et si ça a plus de valeur pour vous, il va vous le suggérer. Amazon aura perdu une vente, si vous dites d'aller faire une sieste, mais c'est comme ça aura plus de valeur pour vous, il aura gagné votre confiance et vous continuerez à aller le voir. Mais il sera sorti de la corrélation pure de l'algorithme. C'est ça, ces algorithmes. C'est pervers, ça. On va découvrir plein d'auteurs. Hein, Ouais. Juste une question pour rebondir sur la transformation. Comment vous engagez la transformation? Stéphane parlait on disrupte, il faut se remettre totalement en question. Quand on est chez Engie ou à la SNCF, comment on engage la transformation? Comment on la présente aux équipes? Comment on embarque tout le monde sans être anxiogène et sans vous dire c'est ça ou vous allez mourir? Je dirais que ça passe forcément par probablement un bouleversement, une redéfinition des équipes en place. Il y a des gens qui pourront s'adapter, des gens pour lesquels ce sera trop difficile de s'adapter. Donc il y a un changement d'équipe. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs en partie chez Engie. Après, il y a forcément aussi un changement d'organisation. Par exemple, chez nous, on a créé Engie Digital, qui est une entité transverse qui a précisément pour mission, avec un certain nombre d'autres organisations, je ne rentre pas dans les détails, de faire en sorte que dans chacun des métiers, on pense digital, on pense algorithme, j'allais dire intelligence, premières étapes de l'intelligence artificielle de façon native dans les métiers, et pas comme le truc à mettre en plus parce qu'en termes de communication, ça fait joli. Voilà. Donc, et ça nécessite, encore une fois, d'avoir de nouveaux profils, de faire venir des gens qui pensent différemment, et de trouver leur place dans un grand groupe qui était naguère traditionnel. Mais je dois dire que ça se fait. Et puis, d'une façon générale, il faut repenser le business lui-même et les axes stratégiques. C'est-à-dire qu'il y a des business que l'on abandonne. Il y a des business qu'on abandonne. Alors, pour des raisons d'ailleurs, notre CEO, notre nouvelle CEO, directrice générale Isabelle Kocher, qui mène cette transformation, elle a très clairement changé de façon de parler. On ne parle plus de transition énergétique, on parle de révolution énergétique pour toutes les raisons que l'on a citées. Donc quand on parle de révolution, on parle d'une renaissance, d'une reconstruction et pas simplement d'une adaptation. Donc on a par exemple abandonné tout ce qui était la production traditionnelle de pétrole, tout ce qui était les grandes usines à charbon, pourtant extrêmement rémunératrices, etc. Et pour passer sur des nouveaux business. Et en ce qui nous concerne, par exemple, sortir uniquement de ce qui est notre cœur de business et d'excellence, l'énergie centralisée, on est numéro 1 mondial sur ce sujet-là, pour aller vers des beaucoup plus petits objets, de l'énergie décentralisée qui se gère localement avec les blockchains de façon complètement différente et devenir un acteur de ce nouveau monde, ce qui n'est pas facile du tout pour nous, parce qu'on ne parle plus d'objets qui en centaines de millions ou en milliards, ce qui est notre unité de compte, mais d'objets en dizaines de kilo-euros ou centaines de kilo-euros maximum, mais des centaines de milliers de petits objets. Voilà, c'est ce type de transformation et qui est nécessaire, je pense, à notre survie. Mathias Zichra. Oui, en fait, il y a un risque qui doit être affronté ou adressé, c'est qu'il y ait deux mondes au sein d'une même entreprise qui s'opposent. Un monde agile, digital, moderne, valorisé, et un monde plus traditionnel sur le cœur de métier, avec des process plus lourds, etc. Ça, il faut absolument l'éviter, parce que deux mondes qui se tournent le dos, c'est compliqué. Aujourd'hui, ces deux mondes existent à la SNCF. Il y a un monde très agile, je parlais de voyagesncf.com qui a commencé comme une start-up à 10 000 personnes, premier site de e-commerce en France, 5 milliards de chiffre d'affaires, très agile. Et puis il y a l'univers ferroviaire qui a ses formes d'agilité, mais voilà. Donc le vrai enjeu, c'est de faire en sorte que ces deux mondes se répondent. Moi je pense qu'il y a trois choses
c'est de faire correspondre en réalité les enjeux de l'IA avec les valeurs de l'entreprise. Et que, y compris les traditionnels, entre guillemets, se retrouvent dans ces enjeux-là. Et moi, je prends 3 mots. Le défi, d'abord. Les cheminots sont très friands de défis. Il y a un esprit de compétition, de défis quotidiens, etc. Et nous, ce qu'on n'arrête pas de dire, en gros, c'est notre concurrent, c'est Google. Demain, notre concurrent, c'est Google. C'est même voir notre adversaire. Si on n'arrive pas à faire cette transition... C'est pas l'Hyperloop, c'est Google. Non, Hyperloop, on est actionnaire de l'Hyperloop. Donc c'est Google demain, même si on a des partenariats avec Google. Demain, si on ne fait pas ces assistants personnels de mobilité, c'est Google qui va vouloir le faire. Google veut nous acheter nos données en temps réel, en permanence. Il voudrait faire cet assistant personnel de mobilité. Donc d'abord, le premier axe à adresser, c'est le défi. Le deuxième, c'est le partage. Le partage, pourquoi ? On est la première entreprise de France en matière d'open data. On est l'entreprise qui donne le plus de données à la population. Et on est dans une logique d'accélération de l'IA pour d'autres. Et donc cette notion de partage nous paraît vraiment, pour le coup, essentielle, parce que ça correspond vraiment aux attentes de l'entreprise. Et puis la troisième valeur qui est pour tous, c'est l'excellence opérationnelle. Si on montre que dans les métiers industriels, l'intelligence artificielle permet, par la maintenance prédictive, d'améliorer les process industriels, là on ne parle pas uniquement de chatbot et de conversation client, mais on parle du dur, ça peut correspondre aux attentes, y compris des cheminots. Donc en gros, 3 choses, le défi d'abord, le partage et enfin l'excellence opérationnelle. Si on arrive à arrimer l'ensemble du groupe avec l'intelligence artificielle qui permettrait d'accélérer ça, je pense qu'on pourra y arriver. On a parlé des data. Comment vous gérez les data, vous, les entreprises ? Et puis après, j'aimerais bien avoir le conseil de l'avocat ou le regard de l'avocat sur la régulation des data. C'est quand même le nerf de la guerre, là. Nous, le principe qu'on a adopté, on a adopté une charte il y a 3 mois qui consiste à dire le principe, c'est l'ouverture, l'exclusion ou l'exception, c'est la fermeture des données. Donc on a adressé ça et on a indiqué que c'était à chaque strate hiérarchique de prendre la décision d'ouvrir. Donc c'est culturellement assez révolutionnaire. En revanche, évidemment, il y a 3 dimensions qui doivent être totalement exclues. La première, c'est la dimension données personnelles, c'est évident. La deuxième, c'est tout ce qui a trait à la sécurité. Donc on ne va pas mettre un plan de TGV en open data. Et la troisième, c'est toutes les données commerciales, puisque là, pour le coup, on est plutôt à s'allier avec d'autres. Récemment, on s'est allié avec Blablacar, Transdev et la RATP pour avoir une sorte de data lake en vue d'avoir justement une commercialisation de données à forte valeur commerciale dans une logique plutôt de coopération avec d'autres acteurs de la mobilité collective plutôt que dans une logique auto-centrée autour uniquement de la SNCF. Peut-être juste un complément. Les grands principes sont les mêmes que ceux que tu viens d'évoquer pour Engie. On a un principe qui est d'ouverture et bien sûr une grande protection des données personnelles. Après, sur un business, on a plusieurs métiers, mais par exemple sur le business que l'on fait avec les villes, les constructions de solutions décentralisées pour les villes et les territoires dans le monde. Là, ce qui passe aussi par la construction de plateformes digitales, qui peuvent être des plateformes d'interopérabilité. Là, c'est même pas, on n'est même pas maître de la nature de l'usage des données, puisque c'est une condition sine qua non pour travailler avec les collectivités publiques que ces données soient ouvertes et que ces outils digitaux, quels qu'ils soient, plateformes, etc., soient interopérables, puisque aucune collectivité publique ne veut confier le monopole, et on les comprend bien, de gestion de sa ville à une entreprise. Par ailleurs, les problèmes qu'on a à gérer, comme la qualité de l'air, comme la congestion de trafic, comme la résilience, sont si complexes qu'aucun groupe dans le monde ne peut tout faire et résout tous ces problèmes. Donc de toute façon, on est dans des logiques de partenariat public-privé, de grandes entreprises, de petites startups qui ont la bonne idée que jamais on aura sur un problème extrêmement local. Et c'est la raison pour laquelle, en tout état de cause, et pour des raisons politiques fondamentales, on doit travailler en mode ouvert et interopérable par principe. Xavier Piquant, comment on régule les datas ? Et j'ai presque envie de dire comment on régule demain l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on pourra la réguler d'ailleurs ? Alors, ça c'est une question intéressante, je ne sais pas si on va avoir le temps de tout traiter, mais alors, commençons par les datas. Évidemment, vous avez tous compris que l'intelligence artificielle, se base et se fonde sur de la collecte et de l'utilisation de données, on va dire la collecte et l'utilisation de données performantes. Et évidemment, personne n'est insensible au fait qu'on est au milieu d'une réforme qui est absolument fondamentale en droit européen, enfin, au niveau communautaire, qu'on appelle la réforme sur les données personnelles, le RGDP ou le GDPR. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui passent au travers de cette... En tout cas, si vous n'avez pas conscience de cette réforme, je vous conseille de regarder assez vite.
En fait, c'est quoi cette nouvelle réforme? C'est un changement de paradigme. Depuis 1978, depuis la première loi sur informatique et liberté, finalement, tous les acteurs économiques avaient le choix d'aller voir la CNIL et de demander à la CNIL, finalement, s'ils étaient respectueux ou pas, peu ou prou, de données personnelles. Aujourd'hui, on a atteint le stade de la maturité. Ça fait quand même 40 ans que tout ça existe. Et donc le législateur communautaire a décidé de responsabiliser les entreprises et de faire en sorte de leur donner des guides pour les aider à se responsabiliser. Et donc à partir de fin mai 2018, l'entreprise est présumée responsable et respectueuse des données personnelles qu'elle va collecter et qu'elle va faire collecter par l'ensemble de sa chaîne de contrat et notamment de ses sous-traitants. Évidemment, ça change quand même beaucoup de choses dans l'organisation des entreprises. Je ne vous cacherai pas que si je prends les statistiques, je pense qu'aujourd'hui 30% de mon activité en cette fin d'année concerne les problématiques GDPR, parce qu'évidemment, les entreprises que je conseille, ils ont des projets de blockchain, ils ont des projets d'intelligence artificielle, ils ont des projets d'IT, mais tout ça, pour que ça soit acceptable, comme vous disiez tout à l'heure, que ça soit vendable au plus grand public, il faut, le premier principe fondamental, c'est que les gens se disent, ma donnée personnelle, quand elle va passer dans cette intelligence artificielle, elle sera préservée, sécurisée et elle restera confidentielle. Et donc derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut renégocier tous ces accords avec ces prestataires informatiques. Il faut vérifier ces contrats d'hébergement. Il faut vérifier que toute cette chaîne contractuelle, toute cette sécurité de notre infrastructure réseau en tant qu'entreprise qui fournit de l'intelligence artificielle et qui va en fournir demain, c'est conforme. C'est un travail titanesque. Franchement un travail titanesque. Et d'ailleurs, l'objectif n'est pas d'avoir 20 sur 20 en mai 2018 parce que ce n'est pas possible. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir péniblement la moyenne et s'inscrire dans une vraie démarche de qualité. C'est une démarche de qualité qui existe dans plein de secteurs de l'industrie d'ailleurs. Et donc le sujet de l'intelligence artificielle, le sous-jacent, c'est la conformité. Si les technologies, et là j'ai la faiblesse de penser que nos métiers ont encore un petit peu d'avenir sur ces sujets-là, je pense que notre métier, c'est aussi d'accompagner les entreprises pour passer ce cap-là et être conforme et pouvoir offrir des technologies innovantes conformes. Donc ça, c'est le sujet donné. Donc là, il y a un chantier actuel qu'il faut traiter. Après, ce qui est très intéressant dans les algorithmes qui constituent l'intelligence artificielle, c'est que finalement, aujourd'hui, en droit français, on est dans une forme de, je dirais pas de no man's land juridique, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que vous avez deux pans en droit de la propriété intellectuelle. Vous avez le plan classique, les brevets, les marques, les dessins et modèles, dans lequel vous allez à l'INPI, vous avez un titre. Et de l'autre côté, vous avez le droit d'auteur classique, les livres, la musique, et vous avez le droit d'auteur lié au logiciel, et vous avez enfin une catégorie qu'on appelle les bases de données, c'est une protection sui generis. Je passe très rapidement, mais finalement l'algorithmie aujourd'hui, elle est exclue de la protection par le droit d'auteur. Et pourtant, quand elle est intégrée notamment dans un logiciel, on peut arriver à la re-encapsuler dans une protection logicielle, mais souvent elle est quand même très génératrice de valeur. Et donc aujourd'hui, et je sais qu'il y a un débat à la Commission en ce moment, pour essayer de créer aussi probablement dans quelques mois ou quelques années, peut-être une protection sui generis de l'algorithmie ou l'algorithme sous-jacent, parce que c'est aussi une manière c'est un choix de compétitivité. Si l'Europe arrive à se doter d'une législation qui protège celui qui crée ce type d'innovation, donc il y a l'acceptabilité, puis il y a la protection en termes d'actifs incorporels, et ça peut avoir du sens pour notre économie au sens large. Donc vous voyez, donc il y a un sujet de conformité et il y a un sujet encore naissant, mais je suis certain que nos hommes politiques vont régler ce problème dans les 5 ans à venir, d'avoir un texte qui protège ce type d'algorithme. On peut avoir un début de réponse, peut-être? Alors, je vais commencer par les données, je vais finir par les algorithmes. En ce qui concerne les données, on a un comportement européen qui est schizophrène. Il faut dire ce qui est. On va appeler un chat un chat. On a obligé nos boîtes à faire extrêmement attention à la façon dont ils utilisent les données. On va prendre Renault qui travaille sur la voiture autonome et qui a besoin des données que lui fournit son véhicule, lui déjà numérisé avec un GPS et autres. Il ne peut pas les utiliser parce que par croisement, on peut trouver que c'est Monsieur Gaël Thomas. Et par contre, votre iPhone avec Google Maps allumé, Siri, et je vous en passe des meilleurs, sur le siège de la voiture, lui capte. Oui. Il capte. Et là, pour le coup, en termes de contrôle, c'est assez complexe. Donc, à un moment donné, il faut trouver un juste équilibre entre ce qu'on donne à l'extérieur de l'Union et ce qu'on donne à nos entreprises pour pouvoir travailler. Donc là, c'est toute la réflexion qu'on est en train de mener. Et en ce qui concerne les algorithmes,
Apparemment, il y en a qui ont essayé de les protéger. Ça ne marche pas. Il y a un gros... c'est communément acquis entre tous les rédacteurs. Nous, les Français, on est pas mal en la matière. Les algorithmes sont en open source. C'est comme ça. Ceux qui essaient de les bloquer sont bloqués par d'autres choses parce qu'ils ont besoin de faire d'autres recherches, d'associer d'autres algorithmes. Donc ça, c'est quelque chose qui a, en termes de valeur, c'est là qu'il faut comprendre en fait la logique. C'est la donnée qu'on produit qui va créer de la valeur plutôt que l'algorithme. Merci beaucoup. Merci pour tous ces éléments. Je vous garde sur scène et je vais demander à Bernard Michel, président de Gecina, de venir nous dire où en est l'industrie immobilière dans tout ça. Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est à l'aube d'une révolution? Le début de la terreur? Alors, on est incontestablement à l'aube d'un nouveau monde. Bonsoir à toutes et à tous. Au fond, j'ai trouvé ces échanges extrêmement passionnants. Parce qu'ils permettent en réalité d'éclairer ce sujet. L'intelligence artificielle, c'est la simulation de l'intelligence humaine. Et on en est au balbutiement, en réalité. Alors même qu'il y en a déjà un peu partout. Tout le monde connaît des moteurs de recherche, des systèmes de recommandation, des petits robots. Les assistants personnels qui vont dialoguer avec nous, celui de Google, celui d'Amazon, les caméras connectées, des chatbots, etc. Tout ça fait déjà partie de notre monde. On sait que tout ça est très utile. C'est utile pour la santé, c'est utile dans le domaine de l'électroménager, des achats en ligne, etc. Est-ce que c'est un progrès ou une menace? On est en train de modéliser nos supports et nos modes de pensée individuels et collectifs avec une approche algorithmique de la connaissance, des pratiques quotidiennes de chacun, des formes d'organisation, des modèles économiques, de manière à les automatiser. Et donc à décupler la puissance de traitement, la puissance de capacité humaine. C'est un nouveau cerveau qui se développe pour nous, avec nous et à côté de nous. Et ça cache beaucoup de sous-disciplines. C'est pour ça que c'est difficile de décrire finalement l'intelligence artificielle, parce que ça va du machine learning à la robotique, en passant par les processing de langage, de traduction ou de création de langage, par des processus de représentation de nos connaissances et de mise en commun de nos connaissances au niveau mondial. Et pourquoi ça existe aujourd'hui? Ça existe grâce aux nouvelles technologies et surtout grâce à la puissance infinie de calcul de l'informatique. Et donc, ça va transformer toute l'activité humaine. À commencer par le monde du travail. Dans le monde de l'immobilier, déjà, le métier des brokers a été très sérieusement challengé et disrupté par les plateformes. Mais on voit le monde du property management aujourd'hui qui essaie d'utiliser les potentialités, de l'asset management. J'étais l'autre jour à un colloque où des asset managers expliquaient qu'ils utilisaient l'intelligence artificielle pour faire la sélection des produits financiers. J'ai vu un grand assureur mondial qui utilisait l'intelligence artificielle pour détecter la fraude au niveau des sinistres, justement par l'exploitation de ces milliards de données. Ça concerne les géomètres, ça concernera les architectes, ça concerne très massivement le monde de la banque, des assurances, des marchés financiers. Et dans l'immobilier, je pense que c'est déjà une réalité. Parce que on a parlé tout à l'heure de l'immeuble intelligent. Alors pour l'instant, ça ne se voit pas trop, puisque l'immeuble intelligent, c'est un immeuble qui est de plus en plus bardé de capteurs pour qu'il devienne lui-même intelligent. Ces capteurs sont équipés de systèmes de récupération de données. Ces données sont collectées, c'est du big data. Elles sont déjà un peu analysées, elles le seront de plus en plus, sont partagées. Et normalement, pour que ce soit utile pour les consommateurs, les clients, les locataires, pour que ça apporte de nouveaux services, que ça apporte plus de confort, une meilleure performance énergétique, etc. Donc, au fond, la partie la plus sympathique de l'intelligence artificielle, c'est quand on peut dire que le smart building répondra à des impératifs de responsabilité sociale, soit des responsabilités sociales et environnementales,
Et qu'au fond, ça permettra d'économiser de l'énergie, de l'eau, de vérifier la qualité de l'air, de donner plus de bien-être et de qualité de vie dans nos bâtiments. Mais ça, c'est juste ce qu'on sait déjà faire. En réalité, d'ailleurs, c'est déjà très utile. Mais ce qui se passera, ce sera une analyse intelligente et autonome de ces données, avec un bâtiment qui sera capable de s'auto-diagnostiquer pour générer de la maintenance prédictive et d'enclencher des actions correctrices en cas de déficience. Donc ça, c'est déjà quelque chose, c'est toujours un service énorme que ça rendra aux propriétaires, aux locataires, aux usagers, aux clients, etc. Mais ça veut dire que l'intelligence artificielle, ce sera des immeubles qui d'eux-mêmes détecteront les déficiences ou les modifications à apporter et généreront des actions pour modifier soit le comportement de l'usager, soit pour modifier le comportement de celui qui gère cet immeuble. Et puis bien sûr, ça doit se poser également au niveau de la ville. Parce qu'au fond, nous travaillons, et Palladio a beaucoup travaillé sur la question de la construction de la ville, sur la ville intelligente. Et on imagine déjà de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de travailler dans ces villes. Et au fond, ce qu'on dit pour un immeuble, ça pourra aussi s'appliquer au niveau d'un quartier, pour des questions d'énergie, énergie positive par exemple, ou sur des questions citoyennes. Comment impliquer mieux ou comprendre mieux les besoins des habitants et des citoyens dans une ville. Alors tout ça, c'est bien. Moi, je considère que c'est bien. Moi, vous savez, je suis assez impliqué dans ces questions, mais à condition que le big data qui sera exploité le soit au service d'une expérience d'utilisateur, parce qu'au fond, ce qui se passe, c'est la combinaison de l'intelligence artificielle avec l'Internet des objets, avec la construction d'un bâtiment et avec une certaine autonomie de réaction face à des questions qui vont se poser dans ce bâtiment. Et les flux massifs d'informations qui seront collectés, chauffage, refroidissement, éclairage, taux d'occupation des bureaux, place de stationnement, lumière, salle de réunion, etc., toutes ces informations, elles vont servir à mieux gérer et donc à tirer de la valeur de ces mégadonnées pour générer des actions ou une optimisation de l'utilisation. Et là, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que ça correspond à un changement profond dans la société qui elle-même donne plus d'importance aujourd'hui à l'économie du partage, par exemple, donne plus d'importance également à tout ce qui touche aux nouvelles façons de travailler. Le travailleur, l'employé devient de plus en plus mobile, nomade, peut travailler chez lui, peut travailler dans un tiers-lieu, peut travailler dans un bureau au niveau central également. Et dans les bureaux, on voit à peu près vers quoi on va. Ça touchera aussi le monde du résidentiel, parce que c'est un monde qui doit aussi se moderniser. Le property management, les relations avec les locataires, tout ça, ça ne sera peut-être pas de l'intelligence artificielle, mais ça poussera de toute façon fortement, par des innovations, à changer la façon de travailler. La logique prédictive, ça a été dit tout à l'heure, ça analyse des comportements, ça génère des modèles d'action pour un individu, pour un immeuble, pour une société, pour un quartier, pour une ville. Et ce qui se passe effectivement, ce qui se passera, c'est que l'ordinateur apprendra progressivement du comportement des personnes ou d'un bâtiment, les heures d'arrivée, les heures de pause de déjeuner, les taux d'occupation du poste de travail, l'utilisation de tel ou tel périphérique, la fréquence des absences ou des présences ou des déplacements. Et ça va relier tout ça à d'autres données, et c'est là où l'intelligence commence à jouer, qui sont des données météo, du trafic routier, etc., pour imaginer une optimisation et donc des actions qui seront les conséquences de cette réflexion massive sur nos comportements. Et donc les algorithmes nous aideront à traiter l'utilisation de l'espace urbain ou de l'immeuble, les espaces de travail, pour anticiper, prédire, mieux utiliser les espaces. C'est d'ailleurs ce qui a fait le succès de sociétés comme WeWork aux États-Unis, puisqu'ils sont partis à partir de modélisation du BIM et avec, je dirais, un certain succès, à créer un nouveau mode de fonctionnement d'un bureau et une nouvelle façon de travailler. Et puis, c'est aussi l'une des raisons de la présence d'une filiale de Google, Sidewalk Labs, au cœur des plus grands chantiers d'urbanisme à New York, à Hudson Yard, par exemple. Puisqu'ils construisent une ville différente, en réalité. C'est le cas également à Toronto, avec le projet Quayside.
Il y a beaucoup aujourd'hui d'initiatives concrètes, en réalité, d'utilisation de toutes ces données. Le deuxième point, c'est que ça accélérera aussi la mobilité, parce que c'est une révolution, et c'est aussi une révolution de la mobilité. On a parlé de la généralisation des véhicules autonomes, ça existe déjà un peu, à Paris-La Défense ou ailleurs, ou à Paris. On circulera dans des navets de transport autonome. Quel sera l'impact de la révolution de ces déplacements sur la géographie du secteur des bureaux, ou du secteur résidentiel, ou des investissements que nous ferons dans le Grand Paris? Il y a là une grande question, et ces immenses potentialités créent aussi des inquiétudes légitimes. Les progrès de l'intelligence artificielle, Elon Musk en parle aussi en disant que c'est une menace pour l'humanité. Et au fond, il provoque là aussi, mais c'est vrai qu'il faut contrôler la situation. Alors quels sont les risques finalement? Il y en a deux pour moi, et en vous écoutant, de deux types. Un risque de contrôle des données. Quand Google s'immisce dans l'urbanisme et la conception de la ville de demain, c'est une source d'innovation et d'expertise, mais ça pose aussi la question de l'exploitation des données et de leur propriété. Ça pose la question de la, peut-être pas de la protection, mais de la transparence des algorithmes qui sont utilisés. En tout cas, ça pose la question de la protection de la vie privée, et donc c'est une question d'éthique, et d'ailleurs, ça a été relevé tout à l'heure, il y a déjà un premier règlement européen sur la protection des données, qui constitue un début de réponse. Il y a beaucoup de travail, effectivement, dans ce domaine. Puis le deuxième risque qui est évoqué par les détracteurs, c'est le risque pour l'emploi. Il ne faut pas se le cacher. C'est un processus de destruction créatrice de type schumpeterien, avec des emplois qui se suppriment et d'autres qui se créent. La question, c'est que il y a eu récemment une étude du broker Cushman & Wakefield qui imagine le monde du travail en 2040 et qui dit que malgré l'essor de la technologie, des startups, de l'Internet des objets, etc., et de l'intelligence artificielle, bien que la digitalisation aura supprimé 47% des emplois ces 20 prochaines années. C'est donc un processus assez lourd qui suppose qu'il y ait un rééquilibrage en même temps vers de nouveaux emplois. Et au fond, ce rééquilibrage n'est possible que si l'on travaille, c'est ce que fait le gouvernement, sur la nature de ces futurs emplois. Car la promesse, c'est de permettre aux humains de se concentrer sur des meilleures tâches, des tâches à forte valeur ajoutée. Mais la réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Quand Uber annonce l'acquisition de 24 000 automobiles sans chauffeur pour les mettre dans nos rues à partir de 2019, ça veut dire qu'il supprime des emplois de catégorie intermédiaire. Il ne faudrait pas que l'utopie se transforme en dystopie, c'est-à-dire en cauchemar. La seule réponse possible, ça a été dit, se trouve dans le système éducatif et la formation, et il est tout à fait urgent de s'adapter. Urgent de s'adapter. Et au fond, en vous écoutant avec toutes ces réflexions extrêmement passionnantes, je me disais, l'automatisation des tâches et l'autonomisation des machines va permettre de tout modéliser, finalement. Le progrès est infini. Et ces savoirs informatisés vont transformer notre société. C'est le nouveau monde dont on parle déjà, qu'on vit déjà. Et au fond, ça change nos manières de transmettre les savoirs. Ça crée de nouvelles dynamiques collectives avec les réseaux, la création de nouveaux réseaux, de nouvelles communautés. Mais ça accroît aussi les possibilités de surveillance des individus et de la vie privée. Et moi, ce que je souhaite en conclusion, ce que je pense, c'est que l'intelligence humaine devrait répondre à ce défi si elle sait mettre l'humain, les valeurs des entreprises, l'éthique au cœur de la réflexion sur le numérique. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Je vois qu'on a tout petit peu dépassé le temps. Je voudrais qu'on remercie nos intervenants. Je ne sais pas si on est dans un processus schumpeterien, sachant que Schumpeter a planté sa banque à l'époque, mais avait faillite. Mais en tout cas, on est à l'aube d'une révolution et je voudrais vraiment vous remercier de votre participation. Et merci à la Fondation Palladio d'avoir initié ce sujet. Bon salon. Merci.